Mais au départ, il faut bien préciser que je n'ai retrouvé aucune pathologie psychiatrique que j'appelle caractérisée, vraiment structurée. C'est quelqu'un qui n'a pas manifesté d'activité délirante, dont la pensée s'est déroulée d'une manière fluide, avec des associations qui s'adaptaient parfaitement. Il n'y a pas eu de signes cliniques qui pourraient imaginer que ce sujet pouvait être atteint d'une ce qu'on appelle une pathologie dissociative, une schizophrénie, enfin un dérèglement grave de son ordre psychique. Et en même temps, je n'ai pas trouvé, au-delà de la schizophrénie, d'autres pathologies qui rentrent dans le contexte délirant, qu'elles soient hallucinatoires, interprétatives, etc. Donc déjà, ça situait bien un sujet dans le normal, tel que nous l'entendons par rapport. Par contre, il est bien évident qu'à travers ce qu'il a pu me raconter, j'ai pu déceler quand même qu'il avait une structure de personnalité un petit peu particulière. Alors, est-ce qu'il a toujours eu, c'est difficile, ou est-ce que ce sont les aléas de la vie qui l'ont poussé peut-être à avoir ce type de caractère que nous appelons sensitif, hein. À l'extrême, on évoquait dans le temps un caractère paranoïaque de type sensitif, hein. D'ailleurs, généralement, qu'on retrouve plus souvent chez le féminin que chez le masculin, mais qui existe. Et qu'effectivement, surtout dans un contexte de groupe, d'une institution où il y a beaucoup de structuration, de personnes, etc., il y a des sujets qui, dans ce contexte-là difficile, parce qu'il y a toujours une compétition, hein, ne serait-ce qu'au niveau hiérarchique, le rapport doit être positif ou négatif avec le chef de service ou avec le chef d'équipe, que ce soit dans n'importe quel milieu, que ce soit dans un hôpital ou n'importe où, il y a des personnalités comme ça qui sont très sensibles à l'image que les autres lui renvoient. Et notamment, et aussi au renvoi que les autres pourraient avoir vis-à-vis de lui, et ils se sentent souvent frustrés. Ils ont ce type de caractère, de trait de caractère, qui les rend très malheureux d'ailleurs, parce qu'ils se sentent un petit peu souvent, pas persécutés, mais on ne considère pas leur mérite comme eux le voudraient. Donc ils pensent que s'ils ne sont pas promus, c'est que quelque part, il y a le chef de service ou autre qui ne l'aime pas pour quelques raisons, et souvent ils fabulent un peu, ils trouvent des raisons dans ce contexte-là, et cette sensibilité est très douloureuse. Alors c'est là où, quelle est la frontière entre ce qui pourrait être pathologique ou est-ce que ce qui pourrait être simplement un trait de caractère, comme il y en a d'autres, qui rend quelquefois la vie de ces sujets dans une institution un peu plus délicate. Mais c'est pour ça que quand on parle de harcèlement moral, qu'on a analysé, quelqu'un qui met en avant justement cette plainte, il faut être très prudent, parce que est-ce que c'est simplement un vécu qu'il a lui-même par rapport à une sensibilité dont on comprend bien qu'elle s'origine dans son histoire infantile, dans son histoire familiale, hein. Ça peut être effectivement souvent des adultes qui, enfants, ont eu l'impression toujours qu'ils étaient moins aimés que leurs frères et sœurs, ou que quelque part, il y a eu une différence dans un contexte particulier, et ils vont commencer à avoir un trait de caractère qui peut-être ne va pas être tellement évident tant qu'ils sont jeunes, mais au fur et à mesure qu'ils sont confrontés au socius, à la société, et devenus adultes, quand ils se retrouvent dans des... où ils travaillent seuls, et là, à ce moment-là, disons que ce trait est un petit peu apaisé, mais s'ils sont dans un groupe, et surtout dans un grand groupe où là, ils sont quand même, ils n'ont pas un statut, disons, comment dirais-je, prévalent, hein, parce qu'il y a tellement de monde qu'ils sont soit un parmi d'autres. Et à ce moment-là, effectivement, il suffit qu'il ait l'impression que son supérieur direct n'a pas le contact avec lui comme il l'aurait avec d'autres. On va retrouver là une sorte de jalousie infantile qui est là, mais qui est vécue très douloureusement et qui quelquefois va entraîner un éclatement, soit à travers une dépression, qu'on appelle le burn-out, surtout si en plus il y a un travail fatigant que physiquement, hein, l'institution, je ne dis pas les détruit, mais les met en situation physique difficile. En plus, si dans son couple ou dans sa vie familiale, il y a des problèmes, justement, soit avec sa femme, soit avec ses parents, quelque part, qui se situent, vous voyez un petit peu à quoi il est assujetti. Et à ce moment-là, soit il va réagir par la fuite, c'est le meilleur des cas, hein, il démissionne de ce milieu, hein. Ça n'enlève rien à sa structure, mais disons, ça l'apaise quand même, quelque part, hein. Soit à l'extrême, s'il s'associe à une fatigue physique, il peut faire une tentative de suicide, et on s'aperçoit quand on les prend en charge qu'effectivement, on retrouve un petit peu tous ces comportements caractériels. Soit ils peuvent passer à l'acte contre un supérieur, quel que soit son titre, qu'il juge vraiment comme non seulement très mauvais dans le contact avec lui, le harcelant. Alors, est-ce que pour le cas de M. Petit-Chaguet, ça s'est joué comme ça? Moi, je pense que quelque part, certainement, ça a dû jouer.
Alors c'est vrai qu'il m'a raconté un problème enfin, son problème qui est tombé dans le cadre de harcèlement moral dans le niveau du travail, incontestablement. Mais pour lui, son chef d'équipe ne l'estimait pas comme il aurait dû, plaisanter. Il y avait des clans, lui n'y était pas. Il se sentait un peu la cible privilégiée de ce chef d'équipe, à tort ou à raison. Hein. Ça, c'est l'enquête qui le dévoile. Et même encore, c'est difficile. Le côté est tellement subjectif que l'autre peut bien dire, mais non, moi, il ne s'est rien passé entre nous. Mais c'est là où ça ne suffit pas. Dans ma spécialité, ça ne suffit pas comme pour me convaincre qu'il ne s'est rien passé. C'est la manière dont quelqu'un vit le comportement de l'autre. Hein. Ensuite, il va nous donner une explication comme quoi il avait rencontré son persécuteur, entre guillemets, dans un supermarché, et qui a fait une plaisanterie peut-être, mais que lui, qu'il a vécu comme un ricanement et une dévalorisation par rapport au calendrier de Johnny Hallyday. Voilà, et par la suite, il a eu ça dans la tête, il avait toujours la phrase qu'il aurait dit. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir combien l'incrustation de la phrase insupportable. Hein. Tu es bête d'acheter on est bête quand on achète un calendrier, etc. Il le dit d'ailleurs, comme c'était presque. On pourrait penser à une hallucination presque, mais on le sait. Quand vous commencez à avoir la haine ou la rage, il y a une phrase maudite qui est là, qui est insupportable, quoi. Et à ce moment-là, il serait sorti, a vu une voiture noire qu'il a pris pour. Il a décidé actuellement de passer à l'acte en disant bien, dans mon milieu de travail, moi je ne peux pas réagir, sinon je serai licencié. Il y a quand même un argument qui est plausible. Alors, en même temps, qui est en train de signifier qu'il y a eu une sorte de couche de rancœur accumulée, d'autant plus qu'il n'a jamais pu l'exprimer. L'exprimer à son chef d'équipe l'aurait peut-être soulagé. Mais là, il n'est pas possible. Je serai licencié. Donc, il le dit bien lui-même. Là, ça ne s'est pas passé sur le lieu de travail, c'est à l'extérieur. Je me suis dit, je vais m'arranger. C'est logique si on le prend tel qu'il le dit. Hein. Et à ce moment-là, bien sûr, il décide, après, il pense que l'autre est sorti, à ce moment-là, il veut le voir pour l'agresser, ou du moins pour parler, dit-il. Mais il ne nie pas aussi que c'était pour l'agresser. Hein, ce qui pourrait expliquer le couteau et peut-être le taser, etc. Il voit cette voiture noire, il rentre, embrumé par sa rage quelque part, il voit une silhouette, il l'attrape, et puis il ne se rend compte qu'après, par la suite, quand elle a crié que c'est une femme, et à ce moment-là, elle veut partir, il veut la retenir pour parler, pour s'excuser. Il dit, je voulais m'excuser, lui dire que je m'étais trompé, etc. Voilà un peu le scénario qu'il a. Dans un premier abord, il paraît logique, si on tient compte de tout ce qu'il peut dire. Ça s'enchaîne bien. Mais moi, ce qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, c'est de me dire, mais enfin, à ce moment-là, est-ce qu'il n'a pas affabulé tout ça pour justifier l'agression secondaire qui aurait été de s'attaquer à une femme? Est-ce qu'il y avait une intention sexuelle? On y a pensé, hein, à cause du taser, et puis il lui aurait dit des phrases, enfin des mots, etc. Ça pose la question de se dire si vraiment il est en manque sexuel, bien que lui m'a dit qu'il ne l'était pas dans son couple, hein, qu'il avait 2, 3 rapports par mois, bon, etc. Ce n'est pas une bonne manière de séduire. Donc on tomberait dans quelque chose de plus grave qui serait euh, un violeur, disons, quasiment presque à répétition. Or, c'est un homme qui n'a aucun antécédent judiciaire. C'est pour ça que cette expertise m'a laissé un petit peu perplexe, dans la mesure où on a du mal à bien situer un petit peu la réalité des scénarios possibles dans ce contexte-là. Il l'aurait agressé sans dire un mot, presque à l'extrême, du moins on pourrait dire, oui, ben, il a confondu parce que c'était le soir quand même. Hein, donc, mais effectivement, les phrases à connotation sexuelle, qu'est-ce qui se joue, pourquoi, voilà, c'est là où il y a une interrogation qu'on n'arrive pas à résoudre quand même malgré tout. Moi, j'en ai conclu qu'en définitive, n'ayant pas trouvé aucune activité délirante dans ce contexte, qu'effectivement ce sujet était responsable de ses actes. Mais c'est vrai que je suis resté un petit peu sur des questionnements dans ce contexte-là, parce que il n'y a aucune explication logique dans son comportement. Presque il aurait été délirant, ça aurait été peut-être plus compréhensible.
On voit quand même qu'il y a une question de personne, parce qu'il me dit, moi, avant il y avait un DRH, je m'entendais très bien avec lui, il y avait un chef d'équipe, je n'avais aucun problème. Mais c'est quand on a déménagé dans l'autre litérie que là, il y a eu une modification un petit peu hiérarchique, des éléments hiérarchiques, et c'est là où ça a commencé. Donc on voit bien quand même qu'avec le personnage déclaré comme persécuteur, eh bien, il y a eu un contact conscient et peut-être préconscient ou inconscient très particulier. Alors qu'est-ce qui lui a rappelé? Est-ce que justement le comportement de ce chef d'équipe dans sa tête lui a rappelé peut-être quelques traumatismes antérieurs? Parce qu'on ne sait pas très bien quel a été son rapport avec le père, etc. Il m'en a très peu parlé. Pour lui, c'était bien, quoi. Il n'a pas parlé qu'il avait souffert dans tout ça. Oui, c'était déjà plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est avec lui que s'est passée la projection un petit peu. Et comme dans toute projection, il y a quelquefois aussi des émotions antérieures qui reviennent en surface parce qu'elles sont sensibilisées, mobilisées par l'autre. Alors pourquoi on appelle ça le transfert quelquefois? Oui, il y a des choses qui se catapultent. Parce que dans ces 30 ans, et pendant des années, il ne s'est jamais rien passé de ce type. Il y a un personnage qui a fixé son attention, et c'est peut-être pas par hasard non plus. Qu'est-ce que ça a réveillé en lui? Quelle a été l'attitude rejetante de l'autre? Oui, il y a tout ça qui mériterait, c'est vrai, une approche très, très, très fine quand même dans tout ça. Mais il semble quand même qu'il était mis en avant, lui, des difficultés quand même dans son couple. Hein. Difficultés qui effectivement peut-être ont été plus ou moins refoulées dans la relation qu'il a pu construire avec cette épouse. Quelque part, est-ce qu'il y avait un fond de colère contre elle ou une insatisfaction qui puisse se produire et qui à ce moment-là peut-être, dans cet état de rage, s'est retrouvé et que dans cette agression vis-à-vis de la victime, euh, si elle n'est pas sexuelle, ça pourrait être aussi sur la féminité tout dans son ensemble, quoi. Il a pu manifester une agressivité symbolique contre le féminin, dans la mesure où dans son couple, bon, il ne pouvait pas, là aussi, comme dans son lieu de travail, exprimer, par peur peut-être de la perdre, vous voyez, ou que ce soit insupportable. On peut aussi imaginer cette hypothèse, on ne peut pas l'exclure. Parce que c'est vrai que ce passage-là est quand même difficilement compréhensible, parce qu'elle aurait eu une intention vraiment sexuelle. Bon, alors il avait le taser, est-ce qu'il voulait qu'elle s'évanouisse et à ce moment-là peut-être commettre des actes sexuels? Mais la violence est de prime abord. Et c'est là où une tentative de séduction est à éliminer, du moins telle qu'elle est décrite. On a l'impression que oui, dans cette rage, dans cette agression, il y a quelque chose qui se situe au niveau de la féminité, enfin du féminin. Alors est-ce que quelque part, il a déplacé à l'extérieur une rancœur dans son couple qu'il ne peut pas exprimer et qui a trouvé à s'exprimer par l'insulte qu'il a pu et les coups qu'il a pu jeter? Ça ne peut pas non plus être totalement exclu, à mon avis.